le filtrage des recours devant les cours suprêmes. Les chefs traditionnels du Bénin font des propositions à la commission mise en place pour les réformes politiques et institutionnelles. Ils ont initié une concertation à ce sujet aujourd'hui. Et puis Sénabré écope la peine maximale. L'ancien président du Tchad est condamné à la prison à vie. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par cette actualité. Cotonou abrite depuis ce lundi le 5e congrès de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Thème de la rencontre, le filtrage des recours devant les cours suprêmes. La cérémonie d'ouverture des travaux de ce congrès a été présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, Alain Dossiervaux. Bénédicte Possou. C'est en 2001, à l'initiative de 34 hautes juridictions de cassation, dont la Cour suprême du Bénin et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, que l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, AJUCAF, a été créée à Paris, en France. Après donc le Liban, en 2013, le Bénin s'honore d'accueillir aujourd'hui le 5e congrès statutaire de l'AJUCAF. L'engorgement des cours de cassation par les pourvois multiples. Nous avons donc décidé d'y consacrer les assises de Cotonou afin d'identifier, à la lumière des diverses expériences en cours dans nos juridictions, les meilleures pratiques et les meilleurs mécanismes possibles de filtrage de recours. Le secrétaire général de l'AJUCAF, qui est en fin de mandat, s'est interrogé quant à lui sur la problématique du thème de ce congrès, à savoir le filtrage des recours devant les cours suprêmes. Pour Dominique Loriferne, faut-il filtrer les recours sur la base de quels critères et dans quel format faut-il le faire? Ce sont là autant de préoccupations sur lesquelles est revenu dans son adresse le sous-secrétaire des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Jean-Paul Laborde a fait observer que les juges ont besoin de toucher les contours de la mobilité des terroristes. Le représentant du secrétaire général de la francophonie a réaffirmé la forte implication de la francophonie pour l'enracinement de la justice. Dans un tel contexte, la francophonie est encore plus convaincue que le droit constitue pour la communauté francophone un levier essentiel dans l'affirmation de ses valeurs fondamentales communes. Le représentant du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, est dans son discours d'ouverture revenu sur les engagements des autorités du Bénin à œuvrer pour la consolidation de l'état de droit et l'enracinement de la démocratie. La possibilité d'évoquer de manière commune la question du filtrage des recours devant les cours suprêmes est une preuve supplémentaire des passerelles qui existent entre nos différents droits. Ainsi, le choix du thème de votre congrès me paraît particulièrement heureux. Remise de médaille de l'AJUCAF au ministre d'État Abdoulaye Biotchane pour le chef de l'État. A noter que le filtrage dont il sera question au cours de la réunion tribunal de l'AJUCAF n'est pas seulement une méthode pour réguler le flux des affaires ou désengorger une institution submergée, mais aussi le moyen de réserver à la haute juridiction la connaissance des seuls litiges qui méritent d'être soumis à son contrôle. On ne change pas de registre. 15 nouveaux magistrats ont prêté serment jeudi dernier à la cour d'appel d'Abomey. C'était devant parents, amis et autres invités. Les précisions avec Gilles Danso et Ernest Tétégou. Ils prêtent serment, ces 15 nouveaux magistrats. Ils s'engagent à accomplir avec loyauté et probité leur profession. À cette étape importante, des conseils sont utiles. Le parcours que vous avez déjà effectué jusque-là est important, est long. Mais le parcours qui vous reste à partir d'aujourd'hui est encore plus long et plus périlleux. Jusqu'à maintenant, vous n'avez que des illusions. C'est-à-dire que vous imaginez ce que serait la magistrature,
quelle est la fonction d'un juge, comment on dirige les audiences. Mais je vous dis, ce n'est que des illusions. Le représentant du barreau et celui de la Chambre des huissiers s'inscrivent dans cette logique de conseil. Ce que je sais, m'a-t-on enseigné, c'est que je ne sais rien, disait l'autre. Il s'agit là d'une remise en cause perpétuelle de soi et de toute connaissance prétendue. Je partage cette approche des choses, car dans le domaine qui nous réunit ce jour, le droit est aussi vaste et large que l'océan. Je veux parler de la mer, dont nul ne peut prétendre en connaître la fin. Vous devez observer une attitude respectueuse à l'égard de tous. Évitez tous les faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse. Vous y parviendrez surtout par l'humilité à l'égard de tous. Je répète, vous y parviendrez surtout par l'humilité à l'égard de tous. Ils sont ainsi renvoyés à leur nouvelle charge. Parlons de ce braquage, 700 000 francs CFA, c'est le butin qu'emportent avec eux des braqueurs. Les hors-la-loi ont braqué une agence MoneyGram cet après-midi à Cotonou. Ils courent toujours dans la nature. Samuel Adimi, Brice Thibozo. C'est cette agence MoneyGram, si au quartier Saint-Michel à Cotonou, qui a reçu la visite des braqueurs. Il est environ 15h30 ce lundi. Des hors-la-loi font irruption dans la pièce et tiennent en respect leurs occupants. Selon les témoignages recueillis sur place, ils soutirent 700 000 francs à un des clients venus effectuer une opération de dépôt. Sans bavure, les bandits s'évaporent dans la nature, leur butin avec eux. Alertés, les forces de sécurité arrivent 1 heure plus tard, constater les dégâts. Sous le choc, la femme responsable de l'agence refuse de se prêter à nos questions. Il ne nous est pas possible de filmer l'intérieur de la pièce. Un braquage de plus à Cotonou, le palmarès de hors-la-loi devient inquiétant. Une croisade pour les contrer est plus que jamais urgente. Un tour dans nos couvents, les chefs traditionnels s'intéressent à l'actualité. C'est à la faveur d'une séance de travail qu'ils veulent définir ce lundi leurs propositions, les préoccupations et les propositions à la commission mise en place pour les réformes politiques et institutionnelles. La concertation convoquée par l'Institut international de recherche et de formation se tient à Cotonou. Reportage Bruno Protepo, Marie-Louise Perrin. L'INIREF, Institut international de recherche et de formation, composé des intellectuels traditionnels, c'est-à-dire la haute autorité royale, le Haut Conseil des rois du Bénin et autres acteurs traditionnels. Pour ne pas rester en marge des événements actuels en tant que citoyens béninois, ils ont décidé de faire des propositions les concernant. Il y a le système judiciaire. Ils vont demander donc que le tribunal officiel prenne en compte leur juridiction. Il y a le système sécuritaire. On sait aussi que les rois ont auprès d'eux des groupes de chasseurs, des groupes de dompeurs qui assurent la sécurité des gens et des autres. Alors, il se fait que l'État, dans sa forme moderne actuelle, ne les prend pas en compte. Ils vont demander que le système sécuritaire soit révisé pour inclure ces gens organisés à la base. Il y a le système sanitaire. Il est clair aussi que les intellectuels traditionnels, à travers les Amanon, les Bokonon, font quotidiennement des guérisons. L'essentiel, c'est de prendre en compte ce système traditionnel, de l'intégrer au système officiel pour qu'eux aussi soient reconnus. Et au-delà de tout, il y a la question des langues nationales. Il faudrait que les langues nationales soient reconnues comme langue officielle, ne serait-ce que sur les territoires. La seule langue officielle du Bénin, c'est le français. C'est ça qui est dans la Constitution. Vous ne pouvez rien faire en dehors du français. Donc c'est une exigence constitutionnelle que les langues nationales soient également déclarées comme langue officielle. Et cela les arrangerait. Un document de suggestions et de recommandations verra le jour au thème des débats. Une délégation sera constituée pour soumettre ces doléances à la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles mise en place récemment par le nouveau gouvernement.
Et on parle santé dans cette édition. Démarrage ce lundi d'une mission chirurgicale au CNHU à Cotonou. Il s'agit de la confection de testiles artério-veineuses pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Cette mission a démarré il y a 8 ans environ sous l'impulsion de l'ONG Oredola. Calvador Amanou, Ibrahim Lawani. Examen minutieux de quelques patients souffrant d'insuffisance rénale. Le travail de ce matin, c'est juste pour voir quelle est la qualité de l'état veineux des patients et qu'est-ce qu'on peut faire, quelles possibilités de fistule on peut confectionner pour chaque type de patient. Cet examen, toutes les personnes sous dialyse ici présentes doivent le passer. C'est dans le cadre de la mission chirurgicale entreprise plusieurs fois par an par le professeur Heinrich Stigler. Depuis 2009, ce chirurgien allemand s'est engagé dans cette mission chirurgicale pour la confection de fistules artério-veineuses aux personnes sous dialyse. Dès que le professeur Stigler arrive, le premier jour en particulier dans la matinée, on essaie de faire la sélection des malades à opérer. Et une fois cette sélection faite, les malades sont programmés pour toute la semaine. We started 2009 with shunt surgery. Dr. Cosimo. Tout est parti d'une patiente béninoise sous dialyse que j'ai prise en charge en 2009 en Allemagne. On m'a expliqué que les dialysés rencontrent assez de problèmes de fistule au Bénin. C'est ainsi que je me suis lancé dans cette mission chirurgicale. J'en profite aussi pour former les chirurgiens sur place dans la confection des fistules artério-veineuses pour assurer la relève. To shunt surgery because I am older and at any time it's not possible for me to come here. La première fistule ne marchait pas encore très bien. L'évacuation sanitaire vers l'Europe d'un dialysé pour la confection de fistules artério-veineuses coûte entre 6 et 15 millions de francs CFA. Cette mission chirurgicale qui permet de soulager en moyenne 30 patients est donc une bouffée d'oxygène. Tout à fait. Et bon, par exemple, avec la fistule, vous évitez de contracter les infections surtout. Oui, là vous êtes plus à l'aise avec, sinon avec le cathéter c'est tout un problème quoi. Le cathéter, vous comprenez, c'est un tube qu'on met dans un vaisseau et il y a possibilité d'infection, tout ça, et ça n'allonge pas la vie comme la fistule. Donc un patient hémodialysé qui n'a pas de fistule, c'est comme un patient hémodialysé qui n'existe pas. La mission chirurgicale pour la confection de fistules artério-veineuses est en partie effective grâce à l'appui de Oredola et Rumedica, deux ONG béninoises et allemandes. Elles appuient l'initiative en matériel médical. Chaque mission vient avec des équipements, on ne finit même jamais de les utiliser. Elle a amené deux générateurs de dialyse et en plus les cialytiques, 2 cialytiques, un mobile et puis un plafonnier. Et puis avec des tabourets et tout le matériel habituel avec des instruments de chirurgie pour la dialyse. L'équipement médical convoyé à cette mission par les ONG Oredola et Rumedica peut permettre de soulager près de 200 patients sous dialyse. Et sur ce même registre de mai 31 mai, la communauté internationale se mobilise autour de la lutte contre le tabac, une journée instituée par l'Organisation mondiale de la santé pour souligner les risques pour la santé et plaider en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac. À la faveur de cette célébration, le président de l'Association des journalistes anti-tabac du Bénin attire l'attention sur le fléau. Charles Ligan est au micro de Amandine Andiambossou. Dans le monde, il y a au moins 1,3 milliard de personnes qui fument. Et c'est bien dit dans les études qui ont été réalisées depuis des années que 80% de ces consommateurs de produits de tabac résident ou vivent dans les pays de l'Afrique au sud du Sahara. C'est déjà ça qui nous interpelle. Deuxième élément, c'est que la plupart de ceux-là qui consomment les produits de tabac sont parmi les couches à revenus faibles et intermédiaires. C'est des gens qui n'ont pas grand moyen pour se soigner, pour prendre en charge les questions liées à la santé. Et donc, cela constitue bien entendu une double victimisation à leur niveau parce que les ressources maigres, difficilement mobilisables dont ils disposent sont investies dans l'achat des produits de tabac et en retour, ils doivent dépenser encore de l'argent pour se soigner et finalement pas perdre leur vie. Ici au Bénin, il y a des études qui ont été réalisées également qui ont montré que
les coûts directs liés à la consommation de tabac sont de l'ordre de 19 milliards 500 millions. C'est-à-dire que près de 20 milliards de francs CFA du budget national sont évaporés tous les ans du fait du tabagisme. Pourquoi? Parce que des gens qui devraient normalement travailler pour créer de la richesse perdent leur vie. Mais que fait le ministère de la Santé du Bénin dans le domaine de la lutte anti-tabac, dans le domaine de la sensibilisation dans les médias et hors médias? C'est ça le vrai problème. Parce que vous avez beau élaborer des politiques, avoir une législation normale, adaptée à l'environnement d'aujourd'hui, mais si la sensibilisation ne suit pas, il y a de fortes chances que le tabagisme continue par décimer des gens. Et c'est à cela que nous devons aujourd'hui travailler en mobilisant le financement pour sensibiliser, pour éduquer les populations sur les risques que constitue le tabagisme. Parce qu'aujourd'hui, le tabac n'est plus une question de santé publique, c'est une question de développement. Et en fait, dans cette édition sans tabac, les femmes commerçantes de la ville de Cotonou choisies à travers leur fidélité dans la vente de l'eau minérale Aquabel étaient gratifiées de cadeaux samedi dernier. C'était en marge de la célébration de la fête des mères. Côté à recours et Yves Abodopessi pour le point. La fête des mères, Aquabel vous souhaite une bonne fête des mères et je vous remercie pour votre temps. Des présents décorés aux couleurs de l'eau minérale Aquabel, gracieusement offerts aux femmes en signe de reconnaissance de leur fidélité sans cesse renouvelée. C'est la marque spéciale de cette fête des mères voulue par la Société béninoise de brasserie Sobibra. Des mères commerçantes de la ville de Cotonou, triées sur le volet et qui excellent dans la vente de l'eau minérale Aquabel. C'est bien des éditions de qualité de reconnaissance partagée. Aquabel aussi d'agbe de soutaoué. Bon vivi nous. Aquabel est une eau de bonne qualité qui garantit une bonne santé. Elle n'est pas chère. Je recommande vivement Aquabel à tout le monde. L'eau Aquabel, vraiment, c'est eau minérale qui est efficace et bon, qui traite bien les choses. Et ça consomme, beaucoup de gens consomment eau Aquabel. Et bon, c'est encore moins cher. Je conseille aux gens de consommer eau Aquabel. Et Aquabel m'a fait surprise de cadeaux pour les fêtes de maman. Et vraiment, je suis contente. Pour la kyrielle d'eau minérale connue sur le marché béninois, Sobebra veut à travers cette action de générosité, surtout de marketing communication, mettre l'eau minérale Aquabel au top des boissons minérales consommées à Cotonou, voire dans tout le pays. 1er juin, date retenue pour célébrer la journée de l'arbre au Bénin, une journée marquée par une grande ferveur, mais pour quel résultat? Les plans mis en terme ne sont pas pour la plupart entretenus. Reportage. Je vous confirme aujourd'hui, monsieur le journaliste, que les journées de l'arbre depuis 1985 à ce jour ont été un succès total. L'opinion n'a pas la même appréhension au regard du résultat sur le terrain. Axe Calavi-Cotonou, ces quelques plans qui ont pu suivre sont loin de convaincre, d'où le sens de cette nuance. De mon point de vue, je dirais oui et je dirais encore non. Oui, simplement compte tenu des résultats qui sont obtenus, on sent que la population est mobilisée autour, les décideurs aussi sont mobilisés autour de cette action, ça se pérennise. Je dis non parce que chaque année, il y a reboisement, il y a des milliers de plants qui sont plantés, qui sont installés ici et là. Malheureusement, ce n'est pas assez entretenu, ce qui fait que les résultats ne sont pas réluisants, c'est un peu bancal. S'il y avait un suivi, moi je vais même proposer à chaque journée suivante qu'on fasse un petit bilan de ce qu'on a planté l'année antérieure. Bilan reluisant, à en croire l'officier conservateur. Nous avons mis depuis 1985 à ce jour plus de 140 millions de plants en terre sur les 31 ans. Nous sommes en train de faire la 32e édition cette année qui se prépare à Baou. Nous avons mis en terre plus de 140 millions de plants pour une superficie de plus de 150 000 hectares. Mais lorsque vous allez sur le terrain, le constat est patent. Au-delà de tout ce que l'opinion dit, nous sommes en train de faire le travail pour montrer à l'opinion que ce que nous faisons
est encore palpable sur le terrain. Sur ce site d'un hectare, 400 000 plants sont mis en terre depuis juillet 2013. Bientôt 3 ans que l'opération 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres est lancée sur cet espace. On remarque que bon, les arbres sont en herbe. Tout ce que je vois, le mieux, c'est de faire un suivi quasi mensuel que d'attendre peut-être l'approche de la journée suivante pour commencer par mobiliser tout le monde. Et ça freine un peu les résultats attendus, enfin, ou du moins ça porte entorse aux résultats attendus de mon point de vue. Parce que selon l'opinion publique, les forestiers plantent le 1er juin, ils fêtent, ils organisent la journée à grande pompe, aux grands frais de l'État, mais après plus rien ne suit. Messieurs les journalistes, retenez aujourd'hui que quelque chose a suivi. Nous avons reçu à plus de 80% cette journée nationale de l'arbre et les documents existent. Donc ce n'est pas des chiffres à tue-tête que nous avançons, mais c'est une réussite. Et pour maintenir le cap, des innovations sont prévues pour davantage combler les attentes. Les innovations que nous allons apporter, c'est au-delà des plantations régaliennes que la Direction générale des forêts, donc par l'entremise du ministère en charge des eaux et forêts, organise. Nous allons primer les planteurs privés. Une mesure incitative pour amener tout le monde à reboiser aussi bien les grandes superficies que les toutes petites superficies. Ça, c'est déjà une innovation. La deuxième innovation, c'est d'accompagner du point de vue technique. Nous le faisons déjà, mais nous allons le faire encore de façon plus soutenue. Tous les planteurs privés, par notre appui technique et au-delà, l'appui financier que nous sommes en train de demander au gouvernement de mettre en place à la Direction générale des forêts pour que nous puissions accompagner les planteurs privés. Accompagner les planteurs privés afin de relever le défi du renforcement du couvert végétal du Bénin. On parle religion à présent. Le jeûne musulman de cette année 2016 démarre le 6 juin prochain. La communauté musulmane s'y prépare activement. Quel sens revêt pour le croyant ce troisième pilier de l'islam? Bénédicte Possou et Jérôme Aubord se sont intéressés à la question. Suivez leur reportage. Ici, à la mosquée, les musulmans sont en pleine prière. Dans quelques jours, ils démarrent le troisième pilier de leur religion, le jeûne du mois de Ramadan. C'est une période de privations diverses et de dévotion à Allah le miséricordieux. Dans un enseignement du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ceci: Man sawma wa lam yada' qawla zuri wa al-amala bihi falaysa lillahi fi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharaba. Quiconque parmi vous qui va jeûner le mois de jeûne de Ramadan ou bien un autre jeûne surérogatoire, et pendant qu'il accomplit ce jeûne, il n'évite pas tout ce qui n'est pas licite à dire ou à faire, ce dernier perdra pour rien du tout les récompenses de son jeûne. Car ce n'est pas le manger qu'il a laissé que Dieu a besoin, ni sa boisson qu'il a laissé que Dieu a besoin. Plutôt cette formation spirituelle, de commencer par d'aider son âme à exécuter ou bien à suivre ce qui est bon à faire et à éviter ce qui n'est pas bon à faire. C'est pour harmoniser les messages à l'endroit du peuple de Dieu que les imams de l'Atlantique et du littoral se sont retrouvés à la mosquée centrale du quartier Jonké à Cotonou. Pour cette année, le calendrier du jeûne du Ramadan est déjà connu. Cette année, ce calendrier aussi est déjà établi et que le jeûne de Ramadan de cette année, par la grâce de Dieu, va commencer le lundi prochain qui est 6 juin. Ce qui veut dire la veille, le dimanche soir qui est 5, nous allons prier, nous allons commencer la prière que nous faisons après Ishaï, que nous appelons Hacham. Hacham qui est la prière surérogatoire que nous faisons pour entamer le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Cela va se faire dimanche soir et le lundi, nous nous réveillons par la grâce de Dieu avec déjà le mois de jeûne de Ramadan. Ce démarrage du jeûne chez les musulmans correspond à l'apparition du croissant lunaire. Les dignitaires religieux ont invité les fidèles à bien se préparer et à prier pour la paix dans tout le pays. On lui donne à présent l'ex-président tchadien Hissène Habré a été condamné ce lundi à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre par un tribunal spécial africain à Dakar, un quart de siècle après sa chute. Plus de précisions dans ce récit de Samuel Adimi.
Hissène Habré écope de la prison à vie. Le tribunal spécial africain à Dakar a reconnu l'ancien président tchadien coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. La Chambre conclut, après avoir apprécié la gravité des crimes commis, compte tenu de la situation personnelle d'Hissène Habré, que les circonstances aggravantes l'emportent nettement sur les circonstances atténuantes. En conséquence, Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Après la lecture du verdict par le président du tribunal spécial, les scènes de joie des partis civils et militants des droits de l'homme contrastaient avec les pleurs des partisans de l'accusé. Cette condamnation est l'aboutissement de 25 ans de travail. Aujourd'hui sera gravé dans l'histoire comme le jour où un groupe déterminé de survivants a réussi à traduire en justice leur dictateur. Le fait qu'il était condamné non seulement pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, mais en particulier pour viol, pour avoir personnellement violé quelqu'un qui est une première dans la justice internationale. Un ancien chef d'État condamné pour le viol d'une femme. Ça montre qu'aucun dirigeant aussi puissant qu'il soit n'est au-dessus de la loi et qu'aucune femme et aucune fille n'est en dessous de la loi. C'est la grande joie en Afrique parce que nous envoyons là un message fort pour tous les tyrans, qu'ils soient dans le monde entier, qu'ils soient en Afrique et particulièrement au Tchad. Ce procès est le premier au monde dans lequel un ancien chef d'État est traduit devant une juridiction de notre pays pour violation présumée des droits de l'homme. Pour un des avocats commis d'office pour la défense, la Chambre n'aurait fait qu'homologuer le réquisitoire du procureur spécial qui avait requis la perpétuité. Arrêté le 30 juin 2013, Hissène Habré était jugé depuis le 20 juillet 2015 par les chambres africaines extraordinaires créées en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine. Des chambres qu'il recuse et devant lesquelles il refuse de s'exprimer ou de se défendre. À 73 ans, Hissène Habré encourait jusqu'aux travaux forcés à perpétuité. En cas de condamnation définitive, il purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Une autre phase s'ouvrira ensuite, durant laquelle seront examinées d'éventuelles demandes de réparation aux civils. Faites ce journal, l'actualité c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, surtout à vous tous qui nous regardez à Kovedji, c'est à Savalo, Bénin. Bonne suite de programme sur l'ORTB.